Mesdames et messieurs, bonjour. Ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. En ce 1er avril 2022, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous avons des révélations fracassantes à vous transmettre grâce au docteur Marc Arazi, qui est assez gentil de nous accorder en fait plus d'une heure ce matin pour ceux et celles qui n'ont pas le temps d'écouter l'entrevue qu'on vient de faire. Nous allons résumer les deux grandes nouvelles qui sont sur votre site cette semaine, Marc. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, André. Moi, je dirais, je suis ravi parce que c'est de France dont je vous parle. Voilà, de pouvoir partager justement un peu les différentes activités qui concernent pour l'une d'entre elles, même je dirais pour les deux, puisqu'on a une partie aussi qui concerne le Canada sur Moby Kids. Et donc, je suis vraiment ravi d'être là avec toi pour pouvoir commenter ces deux informations. Merci encore. Donc, ici, grâce à votre collaboratrice Sharon Noble, qui est en Colombie-Britannique, elle a fait sortir des données sur les tests des téléphones cellulaires et on a découvert qu'il y en avait 8 qui dépassaient les limites. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tu viens de me dire ici, les 8 sont ici, donc deux de Google Pixel. Oups, le lien ne fonctionne pas. OK, ça va afficher, je crois. Petit délai. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tu m'as dit que Santé Canada a répondu à Sharon Noble qu'il y avait en fait un facteur de sécurité. Je vais juste sortir du partage et revenir. En fait, c'est pas l'information, elle est dans le document qui nous a été transmis par l'autorité canadienne. Hein, parce que dans le tableau, tu verras, il y a des commentaires sur la partie droite du tableau, donc qui sont des commentaires faits par l'ICED, donc votre autorité canadienne de régulation, et c'est elle qui finalement, pour expliquer le fait qu'on n'ait pas informé les utilisateurs des téléphones portables non conformes et à risque pour la santé, finalement, c'est eux qui disent, en gros, on a consulté Health Canada et Health Canada nous dit qu'il y a un facteur de sécurité et comme ce facteur de sécurité est respecté, tout va bien. Voilà. Ouais, juste pour préciser, c'est le ministère qui s'appelle aussi Santé Canada. Oui, excuse-moi. Donc, les tests Health Canada, parce que Sharon est anglophone. Oui, alors c'est vrai, absolument. Ouais. Juste pour expliquer aux gens, donc ici, on a par exemple deux Google Pixel à 5,27 watts par kilogramme, alors que la norme, la limite canadienne est de 1,6. C'est énorme. Comme je te disais tout à l'heure, on n'a jamais vu des chiffres aussi élevés. Et donc, ce fameux facteur de sécurité 50, en fait, nous avons apporté la preuve en interrogeant de manière officielle dans des instances françaises et européennes le président et le vice-président de l'ICNIRP, donc cette organisation dite indépendante qui a fait ses recommandations pour l'ensemble des législations internationales. Eh bien, aujourd'hui, ils ont été obligés de reconnaître officiellement que ceux qui évoquaient ce facteur de 50 sur les DAS locaux, en fait, avaient mal compris, mal interprété les recommandations de l'ICNIRP. Alors, je pense que tu peux dire à Santé Canada qu'ils ont donc mal interprété ces recommandations qui pourtant apparaissent sur tous les sites officiels du gouvernement canadien. Oui, bien, on peut parler plus, même pour être poli, d'aveuglement volontaire, voire de mensonge, parce que c'est impossible que les experts de Santé Canada ne soient pas au courant de cela. Écoute, tu sais, moi j'en suis arrivé à une réflexion que je partage avec tes auditeurs et avec toi. Si tu veux, au départ, je dirais, tout le monde savait que c'était entre guillemets, trompeur. Mais à force de le répéter, que tout le monde répète finalement un mensonge, tu vois ce que je veux dire, c'est presque devenu une vérité, parce qu'à force de la répéter, parce que c'est un mensonge qui remonte à 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans,
on a répété quelque chose qui était faux. En France, aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Et donc, finalement, il a fallu que nous intervenions, quand je dis nous, notre organisation et moi-même, et que finalement, nous arrêtions ce storytelling qui avait été fait vraiment de manière délibérée par l'industrie de la téléphonie mobile. Comme les Et nazis nous ont appris, justement, les nazis disaient ça, hein, c'est leur plus grand propagandiste. Plus on répète une fausseté, plus ça devient la vérité. alors, si tu veux, je mettrai pas moi cette liaison-là parce que pour moi, si tu veux, je veux dire, c'est le principe de la propagande. Je dirais, la question aujourd'hui, c'est que finalement, notre rôle à nous, et c'est un rôle qu'il faut prendre très au sérieux, c'est de démêler finalement ce qui est le storytelling qui a été mis en place et les procédés finalement parfaitement déloyaux et dangereux qui ont été utilisés par la téléphonie pour fausser les niveaux d'exposition. Parce qu'on a dit aux gens, vous êtes très peu exposés, mais en fait, ils sont énormément exposés. Hein. Tu as rappelé le titre de mon livre, hein. C'est PhoneGate, tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos téléphones portables. Donc, en gros, moi, je l'ai écrit il y a 1 an et demi, et il n'y a pas une ligne qui a été contestée par qui que ce soit. Voilà. Je vois que tu l'as sur ton bureau. Voilà. C'est ça, si tu veux, qui est très important. Parce qu'à un moment donné, parce que si ce que je disais, ce qu'on disait, ce qu'on écrit tous les jours était, entre guillemets, faux, les gens peuvent nous attaquer en diffamation en disant attendez, monsieur Arazi, docteur Arazi, votre association, vous racontez n'importe quoi. Or, tous les éléments que nous évoquons sont des éléments sur lesquels nous avons des preuves et que nous sommes tout à fait prêts d'aller devant tous les tribunaux. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Hein. En ce moment, c'est plutôt les fabricants, et c'est le cas au Canada tout récemment, puisque donc le maître O'Brien a lancé une class action qui avait lieu hier et qui a tenu compte non seulement des nouvelles données canadiennes sur ces 90 téléphones portables qui ont été testés par vos autorités, mais aussi par un ensemble de données venant de France et d'Europe concernant justement les données du PhoneGate. Au Québec, on parle de recours collectif et je vais appeler Charles pour parler justement de son témoignage, sa plaidoirie. Parlons aussi de l'étude Moby Kids. Ici, on voyait qu'en 2005, le plus grand expert scientifique britannique recommandait d'éviter, déconseiller, en fait, c'était avant même 2005, l'usage du téléphone portable pour les moins de 15 ans parce que les radiofréquences micro-ondes vont pénétrer plus profondément dans le crâne d'un enfant que celui d'un adulte. Et là, il y a une étude Moby Kids dont vous parlez sur votre site cette semaine. Qu'est-ce que ça révèle? C'est intéressant parce que tu vois là-dessus, la date est du 12 juillet 2005, mais si tu lis les recommandations qui sont faites par notre Agence nationale des fréquences en 2016, en juillet 2016, hein, donc sur un rapport dédié aux enfants, eh bien, tu retrouveras une recommandation considérant qu'on ne devrait pas faire utiliser le portable à des enfants de moins de 14 ans. Donc, tu vois que pratiquement 10 ans après, notre agence nationale confirme ce point. L'ANSES. Et l'ANSES confirme ce point. C'est le directeur général de l'ANSES qui, à ce moment-là, a fait des recommandations qui sont extrêmement intéressantes, que je te conseille de regarder et de relire, parce que c'est toujours intéressant de regarder un peu les choses à distance. Alors, dans le cadre de l'étude Moby Kids, l'étude Moby Kids, c'est une étude faite dans 14 pays, dont l'objectif au départ est extrêmement louable. Hein. Je veux dire que, en gros, je vais étudier, savoir si quel est le lien entre l'utilisation du téléphone portable chez l'enfant et chez le jeune adulte, avec l'apparition de tumeurs du cerveau, d'ailleurs qu'elles soient bénignes ou malignes. Bon. Et on va sur un financement public, donc pour partie d'ailleurs de la Commission européenne, faire une étude qui va démarrer en 2009 et se terminer en 2016. Hein.
Donc, en gros, c'est une étude, ce qu'on appelle une étude cas témoin, hein, c'est-à-dire on a choisi des jeunes, des patients malades atteints de tumeurs bénignes ou de cancer du cerveau, et en face, on a mis des témoins qui étaient, eux, des jeunes hospitalisés pour appendicite. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que les études cas témoins, c'est des mauvaises études pour aller chercher des résultats dans ce type entre guillemets, de corrélation entre un risque concernant un risque sanitaire. Donc déjà, il y avait un biais dans le choix en termes épidémiologiques de l'étude cas témoin. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire autre qu'une étude cas témoin? Une étude sur le temps, en fait. En gros, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier entre guillemets, une population dans le temps. Alors, ça prend plus de temps, c'est un peu le problème. Sauf que l'étude de MobiKids, qui devait sortir en 2016, elle est sortie le 30 décembre 2021. Donc, on voit bien aussi que finalement, ça a pris du temps et après, on expliquera peut-être pourquoi finalement, ils ont attendu 5 ans pour sortir les résultats. Hein. Mais en gros, nous, cette étude MobiKids, on l'attendait avec beaucoup d'impatience et en simplifié, les résultats tendent à dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de danger et finalement, on n'a pas vu de corrélation entre l'usage du portable chez les jeunes. Voilà. Donc, finalement, une étude finalement très rassurante. Voilà, ouais. Très rassurante. Et quand on regarde, nous, les études, en général, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les auteurs, qui sont les auteurs, et s'il y a ou pas des conflits d'intérêts possibles qui ont pu biaiser l'étude. Et là, aux surprises, alors, il y a 54 auteurs dans cette étude. Et aux surprises, on constate qu'il n'y a pas du tout de rubrique conflit d'intérêts. Déjà, si tu veux. Et bien évidemment, comme on connaît un certain nombre des auteurs et qu'on sait qu'ils sont blindés de conflits d'intérêts, on écrit à la responsable donc, de l'étude, qui s'appelle Elisabeth Cardis, pour lui dire, écoutez, dans votre étude, il y a un problème, il n'y a pas de conflit d'intérêts, et vous avez des gens qui ont des conflits d'intérêts. Bon. 10 jours ou 15 jours après notre message, l'article est modifié et apparaissent effectivement une rubrique conflit d'intérêts, je dirais, mais plus famélique que ça. Je dirais que ça, je dirais non seulement c'était se moquer du monde, c'est-à-dire que ils ont c'était dans l'obligation de publier des conflits d'intérêts, mais ils l'ont fait en se moquant vraiment de l'éthique scientifique. Bon. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait, nous, depuis maintenant plusieurs semaines? Nous avons systématiquement, et pour chaque auteur qui était identifié avec des conflits d'intérêts, fait un communiqué de presse expliquant pour chacun, alors là, on voit la photo d'un expert japonais qui s'appelle Masao Taki. Alors lui, c'est d'autant plus intéressant que non seulement c'est là où vraiment ils sont excusez-moi, mais ils sont pas malins. Masao Taki, il avait déjà rempli pour la même étude MobiKids une rubrique conflit d'intérêts. Donc en gros, quand l'article sort définitif en 2021, bon, ils font comme s'il n'en avait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il l'avait déjà rempli sur d'autres articles qui le concernaient. Et donc, en gros, on explique que ce monsieur, il a donc reçu des financements pour son université, donc des financements industriels et des financements industriels qui sont pour partie liés à des financements d'un opérateur français qui est Orange, et tout ça a disparu donc de la rubrique conflit d'intérêts. Il est aussi un ancien membre de la commission de l'ICNIRP et à ce titre-là, il devrait aussi apparaître dans les conflits d'intérêts potentiels. Voilà. Donc, ce que vous laissez entendre, c'est qu'ils ont choisi donc une méthodologie qui allait donner des résultats négatifs pour rassurer les gens?
Non, ce que je dis, c'est que, et là, c'est ce que nous montrons, hein, parce qu'il y a maintenant un grand nombre d'auteurs qui sont concernés par justement des conflits d'intérêts, dont un Canadien que vous connaissez bien, qui s'appelle Daniel Krofsky. Oui. Alors, Daniel Krofsky, nous, on ne le connaissait pas, mais alors lui, c'est un champion du monde des conflits d'intérêts, hein, puisqu'on s'est rendu compte qu'il avait touché plus d'1,5 million d'euros de financement des industriels de la téléphonie, qu'ils ne déclarent toujours pas, hein, et qui, en plus, à la période de l'étude, il y avait eu une polémique chez vous au Canada qui l'avait obligé de démissionner pour le même sujet pour conflit d'intérêts. Ben, c'est ça, il était sur le comité qui révisait le Code de sécurité 6 canadien sur l'exposition radiofréquence. Donc, c'est vraiment le juge et le parti. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il avait déjà dû se démettre de ses fonctions pour déjà des problèmes de conflit d'intérêts au Canada. Ouais. Alors que ces conflits d'intérêts sont totalement passés sous silence dans l'étude MobiKids. Alors, on va faire simple. En gros, cette étude, pour pouvoir faire cette étude, ils ont créé un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont donc qui était en charge de la mesure de l'exposition des enfants et qui est à la fois mesure au niveau du téléphone portable, parce qu'on avait mis un logiciel espion dans le téléphone des personnes, des enfants et des jeunes adultes, et puis un système de mesure radiologique pour mesurer l'exposition au niveau de la tumeur. Hein. Et donc, c'est un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont parfaitement identifiées dans l'étude. Hein. On a leur nom, on sait exactement ce qu'ils faisaient dans l'étude. Et alors là, je veux vraiment que vos auditeurs l'entendent, parce que, et encore, notre étude n'est pas finie. Sur les 15, on en a, donc on parle bien du cœur nucléaire, là, du cœur stratégique de l'étude. Hein. On en a déjà au moins 11 qui ont des conflits d'intérêts directs et indirects avec l'industrie de la téléphonie. C'est-à-dire que 11 sur 15 sont... Alors, on en a 5 qui travaillaient directement pour Orange, qui étaient salariés d'un industriel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. 5 sur les 15. Et on en a 3 autres qui ont déposé des brevets et travaillé pour une structure qui a reçu des centaines de millions, hein, je dis bien des centaines de millions d'euros de royalties de l'industrie de la téléphonie et qui a un partenariat stratégique avec Samsung. Hein. Et on en a, alors, non, enfin, en gros, non, mais on pourrait presque en rigoler, tellement c'est à pleurer. C'est gros, c'est gros. Et voilà, c'est énorme. Masao Taki, on vient d'en parler, lui, il a touché aussi des sommes d'Orange, hein, donc on pourrait le mettre avec les autres, ça en fait 6, hein, etc., etc. Donc, en gros, ce qu'on est en train de faire, et bien évidemment, ce qui va certainement être avéré, c'est que pratiquement les 15, parce que vraisemblablement, tous ces gens-là s'étaient mis d'accord, parce que quelque part, on ne peut pas avoir 15 personnes qui aient travaillé sur un sujet, dont 11 font partie directement du monde de la téléphonie mobile, et que sans que ce petit monde ne soit, je dirais, de parti pris. Hein. Et quand je dis ça, moi, je les autorise, hein, j'autorise ces auteurs et ces personnes à venir nous réclamer des comptes, hein, s'ils considèrent que ce que l'on dit est entre guillemets, est injustifié. Mais voilà, nous, tous les éléments sont à la disposition des Canadiens qui le souhaitent. Hein. Ils peuvent venir lire les éléments. Nous apportons à chaque élément, bien évidemment, des preuves absolument formelles de ce que nous disons. Hein. C'est pour ça que je dis quand même quelque part, je vais en finir là-dessus, c'est que tu le disais tout à l'heure dans l'entretien préalable qu'on avait, c'est que en gros, les études, on sait très bien que les études qui sont payées par les industriels sont globalement, on va dire ça comme ça, beaucoup moins fiables que les études sur financement public. Bon. Or, là, on est sur des études de financement, faites sur du financement public, c'est d'autant plus grave,
Et on se rend compte que c'est une nouvelle stratégie qui est adoptée par les industriels de la téléphonie mobile, qui est une stratégie, je dirais, de miner, de venir, entre guillemets, saper les fondations de l'étude en mettant des gens qui sont parfaitement connus pour être des experts pour l'industrie, et d'une certaine façon, pas vu, pas pris. Donc, en gros, on dit c'est du financement public, tout va bien. Il y a un certain nombre de personnes dans ce groupe-là, de gens, je pense, qui ont été abusés, des auteurs qui ont été abusés, qui n'avaient peut-être pas, entre guillemets, été assez vigilants sur la situation telle qu'elle est. Et donc, là, nous sommes en train de révéler un scandale dans le scandale, c'est-à-dire une situation où on a des industriels, en l'occurrence, on peut citer Orange, qui, avec déjà pratiquement 6 personnes, sur 15, ont vraiment délibérément souhaité, entre guillemets, peuvent avoir faussé l'ensemble de cette étude. Et donc, d'une certaine façon, et d'ailleurs la députée française, enfin députée européenne, Michel Rivasi, dans le dernier communiqué, a interpellé publiquement la Commission européenne pour leur dire, attendez, c'est des financements publics, est-ce que vous avez vérifié effectivement le bien fondé de ces financements et qu'il n'y ait pas de problème, justement, de conflit d'intérêts. Pour l'instant, pas de réponse, mais évidemment, de la Commission européenne. Mais vous n'avez pas trouvé de fraude scientifique au niveau de comment l'étude a été faite comme telle, ou d'irrégularité? Non, mais si tu veux, le problème, si tu veux, c'est que, en gros, là encore, par exemple, je parlais du logiciel espion. Bon, c'est une collaboratrice d'Orange qui a réalisé ce logiciel espion. J'ai posé la question à Mme Cardis, elle m'a répondu d'ailleurs, mais pour l'instant, je n'ai pas la preuve, parce que nous, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on a dit, par exemple, aux enfants, aux jeunes adultes et aux parents et aux médecins que le logiciel qui allait être mis dans leur téléphone avait été fait par quelqu'un d'Orange. Bon, moi, je suis parent, excuse-moi, mais je ne pense pas qu'un parent aurait accepté ou un médecin aurait accepté que ce soit Orange qui fasse le logiciel espion qui est censé récupérer les données d'utilisation du téléphone portable. Honnêtement, sur un plan, en tant que médecin, moi je trouve ça sur un plan éthique absolument inacceptable. Voilà. Et je pense que beaucoup des gens qui vont nous écouter auront la même perception que moi. Bon. Ouais, et Mme Cardis me dit, dans une réunion que nous avons eue à l'ANSES, me dit qu'ils ont été informés. Mais moi, tout ça maintenant, je veux que des preuves soient apportées de tout ça. Ah ouais. Et bien évidemment, tous ces gens-là devront s'expliquer. Alors bien évidemment, on est en train d'écrire à pas mal de monde en ce moment sur le sujet. Et bien évidemment, tous ces gens-là, ces experts, vont devoir s'expliquer sur ces très, très graves dérives éthiques. C'est grave, en effet, d'autant plus qu'il n'y a pas de bonnes études indépendantes, financées quand même avec du financement public, sur l'exposition. C'est une des critiques. On a des études épidémiologiques, donc de la biostatistique, mais les études, on a des bonnes études en laboratoire, par contre. On peut peut-être terminer là-dessus. C'est quand même des preuves importantes, par exemple, la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. On voit vraiment, quand on est exposé par un cellulaire, ce que ça donne au cerveau. Ça fait carrément, on dirait des petits trous. Si tu veux, pour moi, il y a une étude voilà, c'est pas celle-là, c'est une étude beaucoup plus récente. Hein. Pour moi, il y a une étude sérieuse faite par le National Toxicology Programme en 2018, qui avait pour vocation de regarder quels étaient les risques donc, des téléphones portables 2G et 3G sur les rats et les souris. Et non seulement il y a eu une étude qui a été faite, mais il y a eu aussi une analyse de l'étude par les pairs qui a été faite en mars 2018. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des experts indépendants du monde entier qui sont venus
au National Toxicology Programme en Caroline du Nord, j'en faisais partie, et où il y a eu débat entre les scientifiques du NTP et les experts indépendants, et on a relevé le niveau d'alerte par rapport du niveau de preuve de cancérogénicité à la suite de cette entre guillemets, expertise faite par les pairs. Et donc, en faisant un lien d'évidence entre les ondes 2G de la téléphonie mobile et l'apparition de cancer du cœur chez le rein. Voilà. Et quand je vois un certain nombre entre guillemets, d'analyses qui ont été faites et de reports de cette information, vraiment, on marche sur la tête. C'est-à-dire que quand on a des études scientifiques venant de cette qualité-là, d'une agence américaine qui a été elle-même analysée par les pairs, et comment on voit comment on a distordu l'information pour finalement laisser à croire que l'information n'était pas si importante, on se rend compte que d'un côté, cette bataille, c'est toujours la même chose, cette bataille sur l'information scientifique, elle est d'autant plus importante. Et nous, pourquoi on est très très attentif à ce qui se passe sur Moby Kids, on voit globalement une offensive scientifique sur plusieurs sujets, et en particulier parce que dans quelques mois, va sortir la nouvelle classification de l'OMS qui doit réanalyser finalement la question entre guillemets, de la cancérogénicité des ondes et radiofréquences. Elle l'avait fait en 2011. Elle avait classé les ondes comme possibles cancérigènes sur l'homme. Et là, on voit qu'à travers des études comme Moby Kids ou d'autres, on voit qu'il y a une pression qui est faite pour que finalement, il n'y ait pas de modification, alors que, comme je le disais, aujourd'hui, tous les scientifiques avec lesquels nous parlons ont tendance à vouloir soit augmenter la classification du niveau 2B au niveau 2A, c'est-à-dire probable cancérigène, voire même des gens comme Anthony Miller, que vous connaissez bien au Canada, qui lui pense qu'il faut le passer directement cancérogène en classe 1. Oui, classe 1 comme l'amiante, le tabac, mais même si c'était 2A probable, ben, c'est comme le Roundup, le glyphosate, où on commence à avoir des villes, des États qui réglementent, qui limitent et qui interdisent l'utilisation. C'est vraiment une vérité qui dérange sérieusement l'industrie en ce moment. On peut se demander aussi, on espère, parce que le Centre international de recherche sur le cancer qui fait ces classifications-là du niveau de cancérogénicité des substances, le docteur Anthony Miller de l'Université de Toronto, qui a dirigé pendant 15 ans les études épidémiologiques à l'Institut national du cancer canadien. Lui, en 2011, il avait été, on lui avait confié la tâche de réviser toutes les références de cette classification 2B, peut-être cancérogène, des radiofréquences. Donc, c'est un conseiller de longue date de l'OMS et du CIRC. Mais il a été écarté du processus en cours actuel, ainsi que Lennart Tardel et d'autres, j'imagine, parce que peut-être qu'il pourrait plaider que, bon, ce sont des militants, donc ils ne sont pas indépendants. Mais j'ai hâte de voir qui est sur le comité et quelle sera la conclusion, parce que si on parle à Grigoriev en Russie, le responsable de la radioprotection, lui, il me dit qu'il n'est pas convaincu que ce soit de classe 1. Il devrait avoir des études animales davantage, mais le 2A, probablement cancérogène, devrait, selon toute vraisemblance des experts, là, les preuves sont assez solides parce que le USNTP disait leur hypothèse de base était que ça ne causait pas le cancer. Et là, ils ont eu des liens clairs et directs. Et on a des chiffres, nous, maintenant en France, qui sont là aussi absolument pas assez, on vous entend mal, Marc. Connus. OK, là, ça revient, oui. Je le disais, on a des chiffres en France aujourd'hui qui sont parfaitement clairs sur ces sujets, puisque notre agence nationale de santé publique France a sorti les statistiques des cancers des cerveaux, et en particulier les cancers du cerveau les plus graves. Et donc, on a aujourd'hui, sur les 30 dernières années, une multiplication par 4 et plus dans toutes les classes d'âge
les cancers auriculaires, qui sont les glioblastomes, hein, donc c'est une tumeur du cerveau malheureusement incurable. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est en termes de chiffres, ça représente, sur les 20 dernières années, ça représente 50 000 morts, hein, en France. Et donc, Santé publique France, dans ce rapport, hein, qui est sorti fin 2018, rappelle d'ailleurs que parmi les liens possibles, il y a la cancérogénicité des ondes de la téléphonie mobile, du téléphone portable. Donc, en gros, qu'on soit bien clair aujourd'hui sur le fait que tout ça a des conséquences sanitaires pour les gens. Hein, je parlais de ces problèmes liés, évidemment, au cancer du cerveau. On a bien évidemment aussi des questions très importantes liées à l'infertilité, hein, masculine et féminine. Et puis, on a vraiment ce qui est un fléau pour des millions de gens, des dizaines de millions de gens dans le monde, c'est la question de l'électro-hypersensibilité. Donc, tous ces sujets-là, aujourd'hui, ils sont sur la table. Et quoi que dise l'OMS, elle ne va pas faire disparaître les malades, elle ne va pas faire disparaître les électro-hypersensibles. Et malheureusement, on le sait, les taux de fertilité sont en chute libre. Bon. Et donc, je pense qu'il va falloir un jour se réveiller et réveiller les consciences. Tout le monde a un téléphone portable et ce sera vraiment mon mot de la fin. S'il vous plaît, prenez soin de votre santé, de celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Ne mettez plus votre téléphone portable à l'oreille. Vous pouvez parler en haut-parleur. Vous pouvez utiliser un kit AirTube. Et puis, parallèlement, ne mettez pas votre téléphone portable dans votre poche. Ne mettez pas votre téléphone dans votre poche. Ne le mettez pas, surtout si vous êtes enceinte ou si vous êtes cardiaque, au proche de l'abdomen ou proche du cœur. Voilà. Tous ces éléments ne coûtent rien, sont gratuits et vont vous apporter une sécurité totale. Donc, ça ne coûte rien, c'est facile à faire. Et donc, j'engage le plus grand nombre de Canadiens à suivre ces principes simples et surtout, vous voyez, quand on voit dans les films, vous vous souvenez, quand les gens fumaient, à un moment donné, dans les films, on voyait des gens, tout le monde fumait. Il y avait des pubs de médecins même qui recommandaient que c'était bon pour les poumons. Voilà, et ben aujourd'hui, il faut faire la même chose. Il va falloir qu'on arrête de voir des gens, des acteurs connus, tout ça, tout le temps pendus au téléphone, des politiciens. C'est à travers des gestes simples et qui vraiment vont sauver des vies et vont faire changer les choses. Voilà. Et donc, qu'on ait voilà, tout ce que nous disons, nous sommes en capacité à le prouver. Et ça, comme tout scandale, ça prend du temps. Mais nous sommes sur la bonne voie, hein, parce qu'ici en France, par exemple, hein, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, on n'a pas le droit de vendre le portable sans parler du casque d'écoute, justement, en France. Non, on a un Français sur 3 maintenant qui utilise au moins 4 des recommandations que nous préconisons. Donc, ce qui fait que c'est une étude du CREDOC qui est sortie et qui montre aujourd'hui que la question des dangers du téléphone portable est vraiment présente dans la tête des Français et que c'est aujourd'hui un sujet sur lequel, en particulier, malheureusement, ce sont plutôt les plus âgés qui ont tendance à se protéger. Les jeunes sont encore réfractaires. Voilà. Donc, message aux jeunes, n'attendez pas d'avoir un problème de santé pour vous protéger. Absolument. Et je veux juste revenir sur ce que vous disiez parce que le son n'était pas parfait tantôt. Donc, pas l'incidence par 100 000 habitants, mais le nombre total de gliomes en France a doublé sur 20 ans. C'est vraiment le cancer du cerveau. Non, il n'a pas doublé, il a été multiplié par 4 et plus. Quadruplé, oui, pardon. Oui. Et ça, sur 20 ans, c'est énorme. Surtout pour c'est un cancer quand même très rare, mais c'est le plus fatal des cancers du cerveau, n'est-ce pas? Voilà. Alors, rare, mais quand on voit que quand même, en 20 ans, ça représentait 50 000 morts, vous voyez ce que je veux dire? Si l'incidence, si le lien, je dirais, de 10%, 20%, 30% des gens qui ont, je dirais, le lien direct avec l'usage du téléphone portable, on peut déjà attribuer ça à 5, 10 ou 15 000 personnes mortes de l'usage d'un téléphone portable, ce qui est absolument énorme. Si vous multipliez ça par la population mondiale, enfin, on arrive à des chiffres astronomiques. Ben ouais. Hein, donc, il faut bien se rendre compte que
cette situation-là, aujourd'hui, elle est occultée par les pouvoirs publics. Et donc, on pourra se reparler, André, hein, pour parler de la 5G, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en gros, tous ces sujets-là, on pourra en reparler d'ici quelques semaines. Je serais ravi entre guillemets, d'avoir un entretien régulier avec toi et avec nos amis canadiens, de manière à, peut-être pour la sortie du livre en anglais, ce sera l'occasion peut-être aussi de se reparler. Hein? Tout à fait. Merci beaucoup. Et j'ajouterais même que les gens doivent réaliser que lorsque la réception est mauvaise, on ne devrait pas utiliser le cellulaire ou écouter le plus possible la communication et texter également pour réduire son exposition Tu as tout à fait raison. C'est justement, alors, tous ces sujets-là, on pourra en reparler parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je n'ai pas parlé des logiciels espions qui sont mis dans les téléphones portables par les industriels pour, comme dans le Dieselgate, fausser les contrôles de test. Enfin, en gros, c'est un sujet tentaculaire qui mérite effectivement qu'on s'y arrête. Et je te remercie beaucoup, André, d'avoir pris de ton temps ce matin et pour justement nous permettre de venir un peu participer à ce débat au Canada. Hein. C'est moi qui te remercie, Marc. En fait, je dois m'excuser parce que ça fait des années qu'on se parle et que je n'avais pas encore pris le temps. Mais là, je suis devenu expert du Zoom et on devrait effectivement le faire régulièrement. Merci encore, Marc Arazi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.